Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Deux ministres, deux grands soutiens de François Hollande ont fait le déplacement en Isère aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, et Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale s'est notamment rendue au CEA, Minatec à Grenoble. Stéphane Le Foll était à la Côte-Saint-André dans un lycée agricole. Il a annoncé de nouvelles formations pour les apiculteurs. Nous vous présenterons un robot révolutionnaire. Il permet d'opérer de manière très précise pour le traitement de certains cancers. Une méthode moins douloureuse aussi pour les patients. Une machine acquise par le centre hospitalier Métropole Savoie. Enfin, il y aura du cinéma. Nous parlerons du film Coup de poing, Le ciel attendra. Il est projeté ce soir en avant-première au Club à Grenoble. Ce long métrage raconte comment deux jeunes Françaises sans histoire peuvent basculer dans la radicalisation. La réalisatrice du film, Marie Castille, mention char, et Dounia Bouzard, qui luttent au quotidien contre les dérives sectaires liées à l'islam, seront mes invités dans ce journal. Juste après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. La forte hausse du chômage au mois d'août, plus 1,4%. À 7 mois de la présidentielle, c'est une mauvaise nouvelle pour François Hollande. François Hollande, qui était justement à Calais aujourd'hui, le chef de l'État s'engage à démanteler définitivement le camp de migrants. Mais d'abord, je vous le disais dans les titres, deux ministres, deux fidèles de François Hollande sont en visite en Isère aujourd'hui. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Tous deux participent au meeting qui aura lieu ce soir à JR. Il est organisé par la Fédération iséroise du Parti socialiste. Objectif, mobiliser pour François Hollande, encourager sa candidature pour la primaire. On écoute justement un jeune militant au micro de Christian Deville. Je pense que François Hollande a été un bon président pendant ces années, que quoi qu'on puisse en dire, il a fait son travail et il l'a fait avec fermeté. On peut voir que c'était un président qui a été un bon leader, par exemple pendant les attentats, etc. Donc il a fait son boulot, il a tenu des promesses. Il y en a qui n'a pas pu tenir évidemment parce que question de temps, etc. Mais je pense qu'au-delà de tout le Hollande bashing qu'on peut avoir aujourd'hui, il a encore ses chances et il a encore sa crédibilité de mon point de vue. Voilà, avant de se rendre à JR, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, est allée au CEA Minatec à Grenoble pour parler éducation du futur. Stéphane Le Foll était dans un lycée agricole. Jean-Christophe Solari et Dominique Bourget les ont suivis pour nous. Il est venu à la Côte-Saint-André pour annoncer des mesures en faveur des apiculteurs avec la création d'un certificat de spécialisation. Mais Stéphane Le Foll s'est déplacé aussi en Isère pour la photo. Photo de campagne en combinaison d'apiculteurs pour un ministre de l'Agriculture qui prépare le terrain pour son président, pas encore candidat, avec un thème réformer prend du temps. Je comprends l'impatience de ceux qui, quand ils souffrent, ont besoin d'une solution rapide, ça je la comprends, et quelquefois ils vont aller chercher des solutions populistes et simples. Par contre, il y en a qui font des choix sans se demander exactement si ces choix ne seront pas pires en termes de conséquences que la situation actuelle. Et parce qu'ils sont impatients. C'est à ceux-là qu'il faut qu'on s'adresse. À ces impatients pour leur dire, écoutez, de temps en temps, regardez quel est le sens qu'on donne aux choses, quelle est la société que vous voulez, comment elle va se construire. Ça ne se fait pas en quelques instants. Des propos qui résonnaient avec ceux prononcés quelques heures plus tôt par une autre fidèle de François Hollande, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, en visite sur le site de Minatec pour saluer des chercheurs, universitaires et industriels venus du monde entier pour travailler à Grenoble sur la créativité collaborative. On entend beaucoup de responsables politiques de l'opposition dire si on arrive au pouvoir, on va abroger telle réforme, telle réforme. C'est absurde de raisonner comme ça parce que, par définition, il y a toujours un sens profond aux réformes qui sont conduites. La réforme du collège, c'est le résultat d'un diagnostic terrible sur la dégradation continue des résultats scolaires de nos collégiens depuis des années. C'est une volonté de moderniser notre système d'enseignement, notamment pour permettre aux élèves d'être plus créatifs, de mieux maîtriser le langage oral, d'être capables de travailler ensemble, c'est-à-dire dans la collaboration, toutes compétences qui leur seront demandées demain sur le marché du travail. Du temps supplémentaire pour transformer la société en profondeur, voilà l'idée qui se dégage à gauche dans ce tour de chauffe de la campagne présidentielle. En bref, le journal grenoblois Le Postillon a été condamné à 1 000 € d'amende et 6 500 € de dommages et intérêts pour avoir diffamé Christophe Ferrari. Le Postillon avait notamment accusé le maire socialiste de Pont-de-Claix et président de la métro d'être un tyran, je cite, envers les agents de la commune. Le journal va faire appel.
Un tout autre sujet à présent. La neige n'est pas encore là, mais la prochaine saison de ski se prépare déjà. Une campagne d'embauche de saisonniers a été lancée. Un forum était organisé toute cette journée à Moutier, avant d'autres villes dans les Alpes. Au total, 800 postes sont proposés. Xavier Schmitt, Cédric Picot. Enchantée. Bonjour. Elle adore les sports de glisse et elle est très motivée. Déjà monitrice de snowboard, Déborah cherche un poste de skiman, ou plutôt de skiwoman. Elle n'a pas d'expérience, mais elle veut saisir sa chance. Ce forum d'emploi saisonnier lui permet de bénéficier d'une formation. Ça dure 7 semaines et ils vous forment sur tout ce qui est ski, snowboard, les services, contact avec le client, le réglage de chaussures, de fixation, tout ça. Les 7 semaines de formation sont le prélude à un contrat de professionnalisation de 6 mois de skiman ou de vendeur. Les candidats démarchent une soixantaine d'employeurs, des responsables de magasins de ski dans les stations. Les recrues décrocheront un certificat de qualification à la fin de la saison. Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, effectivement, il y a une vraie reconnaissance dans notre milieu, dans le milieu des magasins, des gérants de magasins de ski. Le fait d'être passé par cette formation justifie qu'ils ont eu vraiment la formation de base et qu'ils l'ont améliorée pendant l'hiver. Donc en général, c'est vrai que la deuxième saison et les hivers suivants, ils trouvent beaucoup plus facilement que s'ils n'avaient pas obtenu ce diplôme-là. Le salaire minimum s'aligne plus ou moins sur le SMIC. Mais aux yeux de l'organisateur du recrutement, tout le monde est malgré tout gagnant. L'employeur bénéficie de plusieurs aides, aussi bien gouvernementales que du Pôle emploi, que de l'organisme collecteur. Et grâce à ces aides, ça leur permet d'embaucher des jeunes qui eux-mêmes perçoivent de nombreux avantages, qui sont la formation gratuite, la rémunération pendant la formation, l'hébergement et la restauration totalement pris en charge pendant les 7 semaines de formation. En une matinée, 250 postes ont été pourvus sur les 300 proposés. Déborah a obtenu son emploi de skiwoman à la station de Tignes. Et l'on reparle des compteurs Linky. Ces boîtiers dits intelligents remplacent les compteurs électriques traditionnels. Ils ne font pas l'unanimité. À Grenoble, un comité s'est créé. Leurs représentants ont organisé une conférence de presse ce matin. Ils dénoncent notamment des risques pour la santé. Le point avec Jérôme Ducrot. Fabriqué à Fontaine, en Isère, Linky, c'est un compteur électrique nouvelle génération que doit déployer ERDF dans 35 millions de foyers en France d'ici 2021. Piloté à distance, sans intervention d'un technicien, on peut connaître en temps réel la consommation des usagers et collecter de nombreuses données en fonction des appareils branchés, ce qui inquiète les défenseurs de l'intégrité de la vie privée. Des voix commencent aussi à s'élever pour des raisons sanitaires. On reproche à ces compteurs communicants d'émettre des ondes électromagnétiques potentiellement dangereuses pour l'être humain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces ondes seraient classées dans la catégorie cancérogène possible. ERDF assure que Linky ne représente aucun risque sanitaire, pas plus qu'un radio-réveil ou une brosse à dents électrique, thèse appuyée par l'Agence nationale des fréquences. Cet article à lire sur notre site internet France 3 Alpes. De nombreux produits contrefaits, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile et de l'informatique, ont été saisis lors de la grande braderie d'automne de Chambéry qui s'est achevée hier. Ce sont les services des douanes qui ont effectué ces saisies. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. Le centre hospitalier Métropole Savoie à Chambéry vient de faire l'acquisition d'un robot opératoire de dernière génération. Une machine qui permet aux chirurgiens, grâce à une vision en 3 dimensions, d'intervenir avec beaucoup de précision sur plusieurs types de cancers. Attention, certaines images d'opérations peuvent être difficiles à regarder. Reportage Bernard Portugal avec Frédéric Pasquette. C'est un robot unique au monde, une machine impressionnante, le DaVinci XI. 2 mètres de hauteur, 4 bras articulés et une caméra endoscopique pour une véritable révolution de la technique opératoire. Le chirurgien est assis devant une console et c'est en visionnant un écran qu'il effectue son intervention. En fait, le bras robotique transmet le mouvement de ses mains jusqu'au ventre du patient. On arrive à pénétrer, approcher des structures à l'intérieur du ventre du malade qu'on n'arrive pas par d'autres moyens. Ça permet aussi d'avoir des précisions des mouvements quand on est dans l'intérieur du ventre du malade. Et en conséquence, on a des résultats, on espère, meilleurs que la chirurgie traditionnelle.
Et le principal bénéficiaire de cette avancée technologique, c'est le patient lui-même. Grâce au robot, l'intervention est moins invasive, moins traumatisante et les douleurs post-opératoires sont réduites. La personne opérée récupère donc plus vite, ce qui permet de raccourcir considérablement sa durée d'hospitalisation, même après l'ablation d'un organe par exemple. L'activité robotique permet de convertir, et c'est surtout ça qui est important, de convertir un certain nombre d'interventions qui étaient encore aujourd'hui en 2016 faites par chirurgie ouverte. Je pense par exemple au cancer du rein, où la chirurgie partielle, maintenant on n'enlève plus les reins, mais on n'enlève que les tumeurs sur les reins. Mais cette chirurgie nécessitait quand même encore des grandes incisions. Et grâce à l'apport de la robotique, on peut convertir toutes ces chirurgies en chirurgie mini-invasive. Depuis 6 mois, le robot a été utilisé pour 125 opérations en urologie, mais aussi en chirurgie thoracique, en gynécologie ou encore en chirurgie viscérale. L'objectif du centre hospitalier Métropole Savoie est à terme de passer de 1 à 2 opérations robotisées chaque jour. En Isère, la librairie Les Lucioles de Vienne fête ses 40 ans. Un bel exploit pour cette librairie indépendante qui, malgré la concurrence des ventes en ligne, a réussi à se tailler une réputation nationale. Au théâtre de Vienne, 7 grandes plumes sont montées sur scène pour célébrer cet anniversaire. Farid Haroud, Arnaud Jacques. À Vienne, face au temple d'Auguste et de Livy, il y a comme un second monument. Un endroit où on ne marchande pas avec la prose. Un endroit qui fait le bonheur des ogres, dévoreurs d'histoire. Il y a 40 ans, la librairie Lucioles allumait sa lumière. Depuis, le flambeau s'est transmis, mais la lueur est toujours la même. J'ai le sentiment qu'on s'inscrit dans une sorte de continuité, quelque chose qui existait avant nous, qui existera, je l'espère, après nous. Cette idée de la librairie indépendante, la librairie qui a commencé de manière associative, mais aussi militante, avec un rapport au livre, un rapport à cette envie de partage, de découverte, donc des choses, de proposer des livres qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Dans la librairie, ils sont 10 employés, les premiers lecteurs en fait. Ils défendent le mot au quotidien. Et ça va être en fait un roman qui parle des intégrismes religieux, de toutes les guerres actuelles. Alors c'est très sensuel, c'est très riche, c'est épique, enfin c'est vraiment un super roman. J'ai de la chance parce que voilà, on me conseille sur un livre pour un cadeau, donc voilà, vraiment il me l'a fait vivre là le livre. 40 ans de conseils, ça se fête. Alors, on invite l'ancien propriétaire. On n'est pas arrivé ici il y a 40 ans, donc 40 ans, une petite rue de pas de 30 mètres carrés. On convie aussi des écrivains, 7 au total. Majid Cherfi est de ceux-là, sur la liste du Goncourt pour son récit « Ma part de Gaulois ». Les librairies, pour moi, c'est comme une église pour un chrétien, quoi. Je pense surtout à ma mère qui a 86 ans, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qui parle à peine français. Et là, on est dans l'antre du savoir. La grande soirée rencontre, elle se joue au théâtre, face à un parterre de lecteurs fidèles. Ils repartiront tous avec un cadeau, un livret avec 40 histoires de Lucioles écrites pour l'occasion par des grands écrivains. En 40 ans, elle en a croisé des grands noms, la petite librairie indépendante. Russell Banks, Philippe Claudel, Emmanuel Carrère, Régis Geoffrey, Paul Auster. Mais pour cette soirée, les plus applaudis furent les employés. Allez, sur scène. Comme un hommage final à ceux qui œuvrent dans l'ombre des Lucioles. Le ciel attendra, c'est le nom d'un très beau film qui sort le 5 octobre en salle. Il est projeté en avant-première ce soir au Club à Grenoble. Un film qui traite avec beaucoup de vérité et de sensibilité de la radicalisation à travers le portrait de 2 jeunes filles et leur famille. L'une veut partir en Syrie, l'autre voulait commettre un attentat sur le sol français. Avant d'en parler avec mes invités, on regarde un extrait du film. Vous avez des enfants? Ce n'est pas le problème. C'est un peu quand même. Parce que je suis sûr que dans votre fauteuil, là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Est-ce que vous lui avez assez rabâché qu'il fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger? C'est une étiquette de fantard. Tu vois pas la tête de diable, là? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, mais... Que si par hasard, quelqu'un de gauche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici. Il viendra le dire à son papa et sa maman. Marie Castille-Mansion-Char, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice de ce film. Vous êtes avec Dounia Bouzard, bonsoir. Vous jouez dans ce film, enfin vous ne jouez pas. Vous êtes dans votre propre rôle, puisque vous êtes directrice du Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam et anthropologue aussi. Quel a été le point de départ de ce film ?
Un mystère, en fait. Un mystère que j'avais envie de résoudre pour moi-même déjà, qui suis maman. Juste une femme dans ce pays, dans un contexte grave, compliqué, anxiogène. Et je voyais ces histoires de jeunes filles qui partaient en Syrie, des parents totalement dépourvus et qui ne comprenaient pas, qui n'avaient pas vu cet embrigadement. Et j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se passe entre l'avant et jusqu'au départ. Et pour comprendre, vous êtes beaucoup documenté. Comment vous avez travaillé sur ce sujet? Oui, pour moi, le sujet et le traitement du film et ma sincérité dans le cinéma passaient par effectivement la documentation. Et le cœur du sujet, c'était les jeunes filles, qu'on entend très peu, puisque forcément. Donc j'ai fait appel à Dounia pour voir si elle accepterait de me faire partager son expérience, son quotidien avec ces jeunes filles, avec ses parents. Et elle a accepté. Beaucoup de choses sont dites sur la radicalisation. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer à travers ce film? Montrer ce qu'on ne montre pas, en fait. Montrer ce qu'on imagine, ce qu'on suppute, parce qu'on entend beaucoup d'histoires, et de plus en plus, des jeunes filles, hein, puisque l'actualité, en fait, rattrape le cinéma, dans ce cas. C'est vrai qu'on parlait très peu des jeunes filles jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, on ne sait pas comment elles arrivent, voilà, à tout d'un coup, une arrestation où elles sont 4 jeunes filles qui sont rencontrées sur Internet et qui veulent commettre un attentat. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là quand on a 16, 17, 18 ans? Mais c'est ça, Dounia Bouzard, c'est ce qui est très frappant dans ce film, c'est que ces 2 jeunes filles sont, entre guillemets, normales. Elles ont une famille qui les entoure, elles ont des amis. Enfin, on le comprend en tout cas pour l'une d'elles particulièrement. Mélanie, elle est très joyeuse. Comment on peut tomber là-dedans? C'est toute la différence entre Al-Qaïda et Daesh. Daesh fait comme une espèce d'étude psychologique de chaque jeune sur Internet en arrivant masqué, sans dire qu'ils sont les recruteurs de Daesh. Et ensuite, ils proposent un idéal qui correspond à l'histoire, au profil et à la psychologie de ce jeune-là. Et c'est ça qui est fort dans ce film, c'est qu'on ne peut pas étudier les djihadistes une fois qu'ils ont complètement embrigadé sur zone. Pour voir les petits pas, pour se donner la main contre cette chaîne de la mort, il faut comprendre ces petits pas et apprendre à les repérer. Et donc aussi distinguer ce qui relève de l'islam et distinguer ce qui révèle un embrigadement radical. Et ce film, Marie Castille a vécu avec nous 3 mois, a complètement absorbé le quotidien de ces jeunes et de leurs familles, a pu le redonner à ses acteurs, et les acteurs le redonnent aujourd'hui à tous les spectateurs. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très très fort et qu'il fallait faire. Pourquoi vous avez accepté, Dounia Bouzard? J'ai accepté parce que Marie Castille Mention-Char avait fait le film Les Héritiers, et que quand on est capable de faire un film comme ça, autant j'avais refusé tous les journalistes et tous les documentaires pendant 2 ans, autant quand elle est arrivée, je lui ai tout donné. Elle est rentrée dans mon équipe. Est-ce que vous pensez que ce film doit être projeté un peu partout, dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements, parce qu'il montre des choses, il montre des clés, justement, par Internet, par des réseaux sociaux. On voit comment, finalement, ces gens arrivent à repérer ces jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il faut le montrer plus largement? Oui, mais il faut le montrer au cinéma. Et on a des dispositifs formidables en France qui permettent aux profs, aux établissements scolaires d'emmener leurs classes dans les cinémas, collège au cinéma, lycée au cinéma, c'est des programmes formidables. Donc la salle de cinéma, c'est un lieu magique, c'est un lieu où naissent des choses qui ne naissent pas à partir d'une télévision ou d'un ordinateur. Donc il faut absolument, j'espère que les profs, comme pour les héritiers d'ailleurs, auront cette démarche. J'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Mais... Merci en tout cas que vous êtes revenu sur notre plateau. On rappelle que le film Le ciel attendra sortira le 5 octobre. Il faudra un petit peu patienter en salle. Merci beaucoup. Merci. À l'occasion du Festival de la BD de Chambéry, nous vous proposons de découvrir des auteurs de la région. Morgane Navarro est grenoblois, auteur d'un blog sur le site internet du journal Le Monde. Il vient d'éditer un album, Ma vie de rédac, qui compile les planches de son blog. Céline Aubert-Aigré avec Yves-Marie Clos. Il est un peu obtus, il a un nez pointu, il est chauve et un peu dans un comportement très un peu colérique.
Soupe au lait, névrosé, le réac de Morgane Navarro s'indigne facilement, tendu comme un point d'exclamation. Son corps, j'adore dessiner son corps. Je pourrais dessiner 100 fois dans la journée ce personnage, je m'en lasse pas, quoi, parce qu'il est drôle, quoi. Les smartphones, la réforme de l'éducation, les bobos, les selfies, le mariage homosexuel, tous ces sujets énervent le réac. Cela donne lieu à des dialogues décapants et des scènes hilarantes. Moi, quand même, L'Endormeur, moi j'ai trouvé que tu étais plus allé du côté de Charles Burns avec Toxic. Ah ouais. Les Modernes, rue Lacanal. Une librairie qui soutient l'auteur grenoblois depuis ses premiers albums. Flipper le Flippé, les aventures d'un adolescent de banlieue. Quelques années plus tard, Teddy Beat, sa bande dessinée érotique, primée au Festival d'Angoulême, dans la catégorie Audace. Je trouve qu'il y avait un vrai travail sur la couleur qui est différent. Et puis, cet humour décalé, mais pour moi, très intelligent. C'est subtil, en même temps, c'est toujours une recherche, une curiosité. Il y a un an, Morgane Navarro a commencé à dessiner pour le site du journal Le Monde. Ma vie de réac est tirée de ce blog. Adoré ou détesté, sur Internet, le personnage fait réagir. Dans leurs commentaires, les lecteurs s'adressent directement à Morgane Navarro, comme si le réac, c'était lui. Moi-même, je ne sais pas à quel moment la caricature s'arrête et à quel moment elle commence. Oui, il y a des choses que mon personnage dit, que je pense. Certaines où il va beaucoup plus loin que moi, alors que moi, dans la réalité, je suis beaucoup plus nuancé. Certaines choses que je pense pas vraiment. Même mon personnage, des fois, ne le pense pas vraiment. Donc c'est complexe comme ça. C'est ça qui est drôle, je pense. Attachant malgré tout, le réac nous questionne sur nos limites. Le premier tome de ses aventures est sorti il y a un mois. Quant à Morgane Navarro, il sera en dédicace chez Momifolie à Grenoble le 26 novembre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée. À demain, 19h.